Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce Conseil des commissaires du 7 mai 2014. Je vous dirais une première journée du printemps exceptionnelle aujourd'hui. Je nous en souhaite plein d'autres. Donc, bienvenue à ce Conseil des commissaires ce soir. En entrée de jeu, adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez en main l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à l'ordre du jour? Ça va. Point 3, commissaire représentant... Ah oui, excusez-moi, Madame Turcotte nous propose. Excusez-moi ce soir. Merci, Mme Turcotte. Point 3, commissaire représentant la circonscription 2, nomination M. Parenteau. Donc, je voudrais en premier lieu vous souhaiter la bienvenue, M. Parenteau, pour avoir, accepté la nomination à titre de commissaire pour la circonscription numéro 2. Il nous fait plaisir de vous accueillir. Il nous reste 6 mois avant nos nouvelles élections, donc bienvenue parmi nous, puis je vous souhaite d'avoir la chance de travailler dans de gros dossiers qu'on travaille dans les prochaines semaines, dans les prochains mois avec nous. Donc, je pense que je suis vraiment pas inquiet pour s'approprier ces dossiers-là et pouvoir représenter les gens de votre circonscription. Ça va? Merci. Monsieur Gaudreau? À la lecture, M. Bellavance. Attendu que le mandat de M. Michel Tardif, à titre de commissaire de la circonscription 2, a pris fin à la clôture de la séance du 2 avril 2014, en conformité avec les termes des articles 191, 3e alinéa, et 193 de la loi sur les élections scolaires, Attendu les termes de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires, lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination afin de pourvoir le poste laissé vacant. Attendu la recommandation des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail ayant suivi la séance régulière du Conseil des commissaires du 2 avril 2014. Attendu que les dispositions de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires prévoient la consultation du comité de parents, lequel a émis une recommandation favorable à l'égard de la candidature retenue, il est proposé que ce Conseil des commissaires nomme M. Michel Parenteau au poste de commissaire de la circonscription 2. Proposeur. M. Smolinski propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 4, assermentation du commissaire représentant la circonscription numéro 2. Donc, à ce moment-ci, j'inviterai M. Gaudreau et M. Parenteau à procéder à l'assermentation. Je vous invite à vous joindre à moi à l'avance, M. Parenteau. Donc, M. Parenteau, comme le veut la tradition, dans cet événement important officiel, eh bien, vous devez publiquement, à travers cette assemblée, devant le public, vous engager comme commissaire à exercer vos fonctions là, avec toutes les qualités attendues d'un commissaire. Et pour ça, je vous invite à lire le petit passage ici d'engagement. Merci. Je, Michel Parenteau, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 2, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Félicitations, Michel. Point 5, parole du président. Donc, aujourd'hui, quelques petits points. Premièrement, juste
signaler que j'ai eu la chance de rencontrer notre nouveau ministre, M. Bolduc. J'ai eu la chance à Québec 2 vendredis derniers, j'ai eu la chance de le rencontrer au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires. Premièrement, dans une ambiance vraiment décontractée, M. Bolduc a pris l'opportunité de nous signaler que tout le débat des structures des commissions scolaires, au moment où ce qu'il nous parle, était passé. C'est pas quelque chose qu'il voulait entreprendre. Donc, je vous dirais, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Donc, de vraiment mettre toute l'énergie sur nos services éducatifs. Une personne, un ministre qui a à cœur tous les services en EHDA, qui veut travailler davantage de ce côté-là. Donc, je crois, en passant aussi son épouse qui est professionnelle dans une commission scolaire aussi, orthopédagogue, si ma mémoire est bonne. Donc, un monsieur qui semble vouloir s'impliquer davantage au niveau de l'éducation. Donc, je crois que c'est très bien venu au niveau de l'éducation au Québec. Je trouve ça une très bonne nouvelle. Je voudrais aussi, vendredi dernier, se passait l'ordre du mérite scolaire pour la région de l'Outaouais. Je voudrais signaler notre récipiendaire, M. Raymond Ménard, qui a reçu une médaille du mérite, une médaille argent pour son implication autant locale que provinciale. Donc, M. Ménard a, au nom du Conseil, reçu pour son engagement dans l'éducation, dans différents milieux municipaux et tout ça. Tout le monde connaît l'implication de M. Ménard dans son milieu. Donc, M. Ménard, encore une fois, au nom du Conseil des commissaires, je voulais vous féliciter pour votre médaille de vendredi. Merci. Merci à tous mes collègues, et en particulier à Jacques, qui a été l'initiateur de ma candidature. Merci pour votre geste de confiance. C'est bien apprécié. Merci. Donc, le Président, c'est parce que vous oubliez de vous mentionner vous-même comme récipiendaire. Alors, félicitations à votre médaille d'argent, parce que vous aussi, vous êtes très engagé auprès de votre communauté. merci. Alors, bravo. Merci à vous, M. Daou. Je vais faire un pas sur les bons mots de Mme Turcotte. Effectivement, pour votre engagement et votre qualité de service, M. Léger s'est aussi vu remettre la médaille d'argent. Alors, bravo. Merci. Merci beaucoup. Mme Gauthier? J'étais aussi présente, alors je veux juste mentionner comment c'est une soirée très touchante parce que j'ai déjà participé. Alors je sais c'est quoi de recevoir toutes cette attention-là. Alors je sais que ça fait un serment à la gorge et au cœur. Alors félicitations, tout s'est bien déroulé. Et aussi j'étais contente que notre commission scolaire donne 2 médailles comme les autres commissions scolaires l'ont fait. Alors ça aussi, Mme Turcotte, vous en étiez une qui a géré ça. Alors, et j'étais d'accord. Alors, félicitations, M. Ménard et M. Sylvain. Merci, Mme Gauthier. C'est très apprécié. Je pense qu'une bonne main d'établissement. Merci. Je dirais tout simplement, c'est sûr qu'on ne fait pas ça pour les médailles, mais l'engagement auprès des jeunes qui me tiennent très, très à cœur. Donc, je vous remercie de la marque de confiance par rapport à cette médaille-là. Je vous remercie. Donc, ça nous apporte au point 6, un point important, parole au public. Donc, à ce moment-ci, j'inviterai Mme Chantal Tanguay, Mme Julie Deschamps et Mme Caroline Etier, membres du conseil d'établissement de l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins. Vous pouvez vous approcher. Peut-être, on pourrait peut-être juste rajouter une chaise, parce qu'il y en a tout simplement 2. Oui, je voudrais tout simplement, peut-être juste avant de commencer. C'est correct? Moi, c'est correct. Donc, je vais juste laisser les dames
Oui, je vais le faire. Je vais transférer, mais je vais juste attendre qu'il s'assise. Non, moi ça va. Oui. C'est Mme Tanguay, la madame. Je voulais juste vous laisser savoir, j'ai avisé mes collègues ce soir que pour ce point-ci, suite à la présence de Mme Deschamps, je vais me retirer. Comme président, je vais laisser le vice-président gérer la rencontre. Donc, je passe le flambeau à M. Daou. Merci. Alors, bienvenue, mesdames. Comme toute autre activité au sein du Conseil des commissaires, nous avons des règles de procédure. Alors, je vous informe que le droit de parole au public, l'extrait de l'article 15 du document ayant pour titre règles de procédure aux séances du Conseil des commissaires, vous avez un temps de parole. Alors, je ne sais pas si chacune d'entre vous souhaitiez vous adresser au Conseil des commissaires. C'est le cas. Donc, je demanderai à M. Bellavance de nous préciser ces règles. Simplement de toujours s'adresser au président, à la présidence de la séance, puis tout commentaire ou autre discussion ne seront pas tolérés. C'est vraiment des questions et des observations à faire à la présidence. Puis les réponses seront données si les circonstances s'y prêtent et si les réponses sont connues à ce moment-ci. Donc voilà. Alors, je vais... Question d'orienter un peu la discussion et les présentations. On se donne combien de temps pour la présentation du... Monsieur Bellavance m'informe qu'il y a une période de 30 minutes qui est mise à la disposition. Donc, je ne sais pas si c'est suffisant. Si on dépasse de quelques minutes, écoutez, on a cette possibilité. Mais pour ce qui est des règles, c'est un 30 minutes. Donc, vous êtes 3. Je ne sais pas comment vous voulez diviser ça, mais moi, j'arrive à un compte de 10 minutes chacune. Ça va? Donc, je vous laisse. Ministre des Finances. Alors, Madame Tanguay, vous pouvez vous présenter. On s'est déjà rencontré, présidente du conseil d'établissement, et vous êtes la première à prendre parole. Oui, présidente du conseil d'établissement. Puis je pense que l'ensemble de vous m'avez rencontré, puis je vous ai dit que j'avais 2 enfants avec des codes du ministère. J'ai mon garçon qui est présentement au volet FMS à l'école Sainte-Famille-Trois-Chemins. C'est sa 4e année dans les parcours à l'école, et ma fille vient de commencer au volet com à Sainte-Famille-Trois-Chemins. J'aimerais aussi vous présenter les deux parents, représentants parents au sein du conseil d'établissement. Donc, il y a Julie Deschamps, qui, elle, son garçon, est à l'école depuis 5 ans. Il est présentement au volet Prédep. Et il y a Caroline Étier, qui a une fille qui est présentement au FMS, et c'est sa première année à l'école Sainte-Famille-aux-Trois-Chemins. Donc, ensemble, on fait quand même le tour de pas mal les programmes de l'école Sainte-Famille-aux-Trois-Chemins. J'aimerais commencer peut-être pour vous remettre dedans. On vous l'a déjà présenté quand vous êtes venu nous rencontrer, mais juste pour clarifier certains points, vous avez reçu la feuille des parcours. Brièvement, j'aimerais vous parler un peu des parcours à Sainte-Famille-aux-Trois-Chemins. Pour les élèves ayant un trouble de langage, ils entrent au volet com directement du primaire et ils restent pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, s'ils ont réussi leur secondaire 1, ils entrent au programme de formation au métier semi-spécialisé, donc le FMS, pour 1 an avec possibilité de reprise. S'ils n'ont pas réussi leur secondaire 1, ils prennent la voie du FPT, c'est la formation préparatoire au travail d'une durée de 3 ans. Ça, on est plus axé, on est plus orienté au niveau du travail, au niveau des mathématiques, des matières, c'est plus orienté vers le marché du travail. Une fois ces programmes terminés, ils reçoivent une certification et peuvent intégrer le marché du travail, aller en FGA, c'est formation générale adulte, ou dans le cas des élèves ayant un certificat FMS, aller en formation professionnelle, car certains DEP, tels que coiffure et boucherie, sont offerts avec un secondaire 2 réussi. Ceux qui veulent poursuivre leur éducation ou faire un DEP qui nécessite un secondaire 4 en maths, français et anglais vont au programme pré-DEP. Une fois que l'élève a terminé ses matières de secondaire 4 et même certains au niveau du secondaire 5, ou lorsqu'ils auront atteint l'âge de 18 ans, ils doivent quitter Sainte-Famille-aux-Trois-Chemins.
Pour les élèves qui proviennent des autres écoles secondaires dès l'âge de 15 ans et plus et qui n'ont pas de troubles de langage, ils entrent directement au FMS ou FPT. Lorsqu'ils sont certifiés FMS ou FPT, ils peuvent retourner dans leurs écoles respectives, soit LJP ou ESHG, et faire un pré-DEP 15-18 ans. Alors, nous, Là, je passerai la parole à Caroline qui va vous expliquer un peu la chronologie des événements, ce qui nous amène ici ce soir. Alors, justement, moi, je vais vous présenter la chronologie. Alors là, lorsqu'on a eu notre réunion du conseil d'établissement le jeudi 3 avril, M. Éric Saint-Saëns, notre directeur, nous annonce que suite aux compressions budgétaires que la commission scolaire doit faire, on doit couper une des 2 classes transit de la commission scolaire, donc une à LJP, une à SHG, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves dans les 2 classes et le choix logique était d'aménager les élèves transit des 2 écoles vers 3 chemins, vu la centralité de l'école. Cependant, pour accueillir ces élèves à l'école, on nous explique qu'il faut déménager une classe de pré-DEP en formation générale aux adultes afin de récupérer un local. Nous, les membres du conseil d'établissement, ont demandé une réunion d'information avec M. Goudreau, le directeur général de la commission scolaire. On a eu cette réunion-là le 14 avril dernier. Pendant cette réunion, M. Goudreau nous a expliqué que la commission scolaire doit effectuer des réductions de dépenses de plus de 400 000 pour septembre 2014 et que par le fait même, on profite de l'occasion pour faire une réorganisation des services et donc 2 classes de transit seront combinées et déménagées à 3 chemins, vu la centralité de l'école et que ces élèves pourront profiter de la vision de notre école qui dit que les réussites passent par le lien d'attachement avec l'élève tel que énoncé dans la théorie Neufeld. Par le fait même, afin de récupérer un local pour accueillir la classe transit, nous devons envoyer les élèves d'une des 2 classes de pré-DEP en formation générale aux adultes, soit à la Cité, soit au Vallon. Selon les explications de M. Goudreau, les élèves de 3 chemins ne veulent plus quitter notre école, ce qui pose un problème car nous avons besoin d'espace. Puis certains élèves de 16 ans sont prêts, puis qu'on doit couper le cordon parce qu'ils sont trop liés par le lien d'attachement qui est créé à l'école. Donc, on choisirait des élèves qui partent ou qui restent en faisant du cas par cas. Soit l'élève de 16 ans qui vient de terminer son FMS et qui devrait entrer par principe faire le pré-DEP en septembre, mais s'il est jugé autonome, il pourrait rentrer directement au volet adulte. Soit un élève de 17 ans qui n'est pas jugé assez autonome, il resterait dans la classe de pré-DEP à 3 chemins. Lorsque les membres du CI ont interrogé M. Goudreau sur les économies, qui seraient réalisées en envoyant ces élèves aux 2 centres de formation aux adultes, il nous a expliqué qu'elles seraient négligeables car il prévoyait transférer des heures de services complémentaires aux élèves, orthopédagogues, PES, conseillers en orientation, aux adultes, et que c'était vraiment une question de gestion de locaux. Lors de cette même réunion, M. Goudreau nous a expliqué que le raisonnement derrière ces changements est que le mot d'ordre du ministère de l'Éducation est d'augmenter la clientèle de la FP et de la FGA, tout en réduisant le haut taux de décrochage de cette dernière qui se situe autour de 80 %. Voilà pourquoi nous sommes extrêmement préoccupés en tant que parents et membres du CI. Voilà pourquoi nous avons décidé de déposer une résolution au nom du conseil d'établissement de l'École Sainte-Famille aux 3 chemins. La résolution, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu la chance d'en prendre connaissance, je vous fais la lecture de la première partie. Nous, après qu'on nous a proposé qu'on nous a présenté les changements de tout ça, en CI, on a fait nos devoirs. On est allé voir, on a établi nos constats. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Il y a un changement qui s'annonce, donc on fait nos devoirs. Voici ce que ça a apporté. Attendu que les changements proposés à l'organisation scolaire 2014-2015 préoccupent les membres du conseil d'établissement, attendu que les changements proposés à l'organisation scolaire 2014-2015 préoccupent l'ensemble des membres de l'équipe école, attendu qu'il y a un contexte
propice au développement de l'attachement chez chacun des élèves avec l'encadrement offert par l'ensemble des membres de l'équipe école et de ses partenaires. On parle des employeurs, on parle des membres du réseau de la santé, etc., etc. Attendu que les services éducatifs flexibles et adaptés aux besoins des élèves en difficulté sont offerts dans le respect des exigences ministérielles. Attendu que le personnel de l'école offre une expertise solide en matière d'orientation et d'intégration au marché du travail. Attendu que le modèle actuel de l'organisation scolaire, soit le volet com, le PFAE, le programme de formation axé sur l'emploi, et le PREDEP, est un modèle gagnant qui favorise la persévérance scolaire et l'employabilité. Attendu que notre taux de certification est un des meilleurs à l'échelle provinciale. Attendu que la persévérance scolaire est le gage de réussite des élèves à l'intérieur du modèle actuel de l'organisation scolaire. Attendu que le délai de changement proposé au programme du PREDEP, transition entre FGJ et FGA, est court pour assurer une transition de qualité. J'aimerais vous rappeler, quand vous êtes venus, on a eu la chance de vous accueillir tous à l'École Sainte-Famille aux Trois-Chemins. Ça a été une expérience extraordinaire pour nous. On vous a expliqué que les élèves à l'École Sainte-Famille aux Trois-Chemins, c'est des élèves en difficulté. Ils ont vécu, pour certains, des échecs répétés au primaire. Ils ont vécu plein en tout cas, ils n'ont pas d'estime de soi, tout ça. L'École Sainte-Famille aux Trois-Chemins leur offre, à travers le lien d'attachement, nous, même comme adultes, on aime ça, se faire dire qu'on est bon dans quelque chose. Fait que le lien d'attachement fait en sorte que, oui, au primaire, j'ai décroché, je ne voulais plus rien savoir de l'école. Au secondaire, moi, j'en suis la preuve avec mon enfant. Mon objectif, c'est de finir mon secondaire 5. C'est ce que ça donne à Sainte-Famille aux Trois-Chemins. Moi, j'en suis très fière de ça. Aussi, j'en profiterai pour faire une petite parenthèse. Moi, je suis membre du comité consultatif EHDAA. Et puis, on a eu notre première rencontre cette année, malheureusement, le 1er avril dernier. Ce que j'aimerais vous faire part, c'est que nous, au niveau du comité, ce qu'on nous a présenté comme changement pour l'organisation scolaire EHDAA, là, je vous parle pour l'ensemble des services qui s'adressent aux élèves EHDAA dans l'ensemble de la commission scolaire. Tout ce qu'on a pu nous présenter à ce moment-là, c'est le regroupement des 2 classes transit. On ne pouvait même pas nous dire où ou quel autre changement, mais qu'il allait y avoir d'autres changements qui allaient nous être proposés. Donc, il n'y a pas eu de consultation de fait au niveau du conseil consultatif EHDAA en ce qui concerne la réorganisation des services pour cette clientèle-là. Là, je crois que c'est au tour de Mme Julie de vous parler un peu de ce qu'on vous propose, là, de notre positionnement par rapport à tout ça. Merci. Notre école a un projet éducatif hors du commun qui repose sur la théorie Neufeld, qui stipule que les réussites éducatives passent par les attachements. C'est que la relation maître-élève est profitable que s'il y a un lien d'attachement entre les deux et qui est développé à travers toutes les interventions au quotidien entre le professeur et l'élève. C'est un projet qui fonctionne puis qui est unique au Québec. Il y a des gens de partout qui viennent voir notre école pour voir comment ça se passe. La plupart de nos élèves sont des élèves à risque de décrochage scolaire et qui ont pour la plupart, comme Chantal l'a dit tantôt, connu échec après échec tout au long de leur parcours scolaire. Nous nous retrouvons maintenant avec un beau problème. Nos élèves ne veulent plus partir. Ils veulent continuer leur éducation jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus fréquenter la FGJ. Ce n'est pas un gage de notre succès. Tout au long de leur parcours à Trois-Chemins, les élèves ont un but. C'est le PREDEP. Aujourd'hui, on nous dit qu'on déménage le but. Les élèves n'auraient plus le but et la motivation en vue. Elles seraient dans une autre école. Tout au long de leur parcours à Trois-Chemins, on leur crie haut et fort « Persévérance scolaire ». On réussit à garder l'école. Ils connaissent finalement des réussites. Ils ont un but en vue. Puis lorsqu'ils sont presque rendus au but, on leur dit « Vous êtes assez vieux, vous êtes assez mature, vous avez 16 ans, et vous devez maintenant vous en aller au FGA. » Un programme qui, présentement, connaît un taux de décrochage de 80 %. On se rappelle qu'on a des élèves qui ont toujours été des élèves en difficulté, à haut risque de décrochage scolaire, qui ont besoin beaucoup d'encadrement et beaucoup de services complémentaires. Est-ce qu'on demanderait à tous les élèves du régulier ou du PEI qui ont atteint l'âge de 16 ans et qui, en plus, n'ont pas de problème d'apprentissage, de quitter leur programme pour aller étudier aux adultes? On croit que non.
Tous ces changements sont en planification depuis seulement avril dernier. Lors de la réunion du comité HDA, dont réunion à laquelle Mme Tanguay était présente, personne n'était au courant de quel changement touchait les élèves HDA de la commission scolaire. Le surlendemain, le 3 avril, lors de notre CE, M. Saint-Saëns nous apprend que ces changements sont presque un fait accompli et qu'il reste que quelques détails à régler. Nous trouvons que le délai est trop court pour établir tous ces changements-là dès septembre et que nous ne sommes pas prêts à ce que nos élèves soient utilisés comme cobayes dans un tout nouveau programme de FGA qui serait, semble-t-il, complètement réorganisé afin de recevoir nos élèves EHDA avec leurs particularités. Seront-ils prêts, en septembre 2014, à embrasser la théorie Neufeld et la vision 3 chemins afin de conserver notre excellent taux de réussite? Taux de réussite, rappelons-le, qui permet de réduire le taux de décrochage de toute la commission scolaire. Les changements suggérés par la CES ne reflètent pas le parcours de formation qu'on vous a présenté tantôt et qui ont été présentés aux parents de ces élèves depuis plusieurs années. Voulez-vous changer la vocation de notre école? Voulez-vous enlever la motivation que ces élèves ont tant besoin? Qui a le droit de choisir qui reste à l'école et qui doit partir, si c'est la volonté de l'élève de rester à l'école? Voudriez-vous qu'on fasse ce choix avec votre enfant, tout en sachant qu'on met sa réussite éducative en péril? Malgré le cheminement fait depuis notre résolution, qui date déjà de quelques semaines, on a appris hier qu'il y aurait quand même si les changements qu'on va suggérer vont être faits, qu'il y a quand même 45 élèves qui devront quitter l'école en septembre pour aller aux adultes à cause du trop grand nombre d'élèves qui rentreront à notre école en septembre. On est soucieux de la réussite de nos enfants et c'est certain que le statu quo pour nous serait la meilleure solution pour nos élèves présentement, mais s'il faut absolument faire des changements, nous suggérons les alternatives suivantes. Que les 2 classes de prédep restent dans les locaux de l'école, qu'il y a un groupe de prédep qui continue en formation générale aux jeunes, qui reste tel quel. Le deuxième groupe de prédep, afin de favoriser la transition de la FGJ vers la façon de faire de la formation générale aux adultes, qui reste dans l'école, mais qui bénéficie de tout l'encadrement, du sentiment d'appartenance de l'école, du soutien spécialisé en EHDA de l'équipe école et de la continuité du lien d'attachement. Cette solution, selon le CE, serait plus adaptée à nos élèves. La transition vers la formation générale aux adultes, une fois qu'ils auraient atteint l'âge de 18 ans, serait beaucoup plus facile car l'élève connaîtrait déjà la façon de faire, les cahiers de la FGA, mais de les envoyer dès l'âge de 16 ans est extrêmement risqué pour leur persévérance scolaire, risque qu'on n'est pas prêt de prendre lorsqu'on parle d'élèves en difficulté. Finalement, nous suggérons d'accueillir la classe de transit selon la capacité d'accueil de l'école, s'il reste de la place, mais qu'on ne prenne pas le local des élèves du prédep qui sont déjà à l'école. Merci. Pour terminer, ce que j'aimerais dire, c'est pour nous, un changement, c'est très simple. Ça, il n'y a aucun doute que ça peut être très simple. Cependant, il faut, dans un processus de changement, faire très attention aux risques associés à ce changement. Il faut absolument être très vigilant par rapport à l'impact qu'aura ce changement sur ce qui fonctionne déjà très bien. Il faut surtout s'assurer que le changement apportera une plus-value et non risquer de perdre au niveau de notre taux de réussite déjà en place à la commission scolaire. Merci. Merci de nous avoir entendus. Bien, merci pour la qualité de vos représentations. On voit qu'il y a du travail de fait là. Alors, nous étions en mode écoute. Je ne sais pas si M. Goudreau voulait ajouter des choses. Je sais qu'il y a certaines affirmations qui ont été faites quant à ces visites ou les contacts que vous avez eus. Un point particulièrement, je pense que quelqu'un a fait référence au nombre d'élèves qui vont quitter en septembre. M. Goudreau, si vous voulez élaborer là-dessus. L'information que j'ai à ce niveau-là, qui me vient directement de la direction d'école, c'est qu'effectivement, il y a un nombre d'élèves qui doivent quitter cette école-là, comme à chaque année. On ne perd pas de vue qu'il y a 97 nouveaux élèves qui vont rentrer dans l'école
et que physiquement, c'est pas une école accordéon. Et que comme dans toute école secondaire, toute école primaire, quand ils nous rendent des enfants de maternelle première année, c'est normal que les enfants de 6e année évoluent vers un autre programme, même s'ils étaient bien dans leur école primaire. Ceci étant dit, on a voulu développer à Trois-Chemins au cours des dernières années une approche en continuité par rapport aux autres programmes qui vont s'offrir à eux, la formation professionnelle notamment, mais c'est pas tous les élèves qui ont le projet ou qui ont la capacité à aller chercher un préalable de 5e secondaire ou de 4e secondaire. Donc, il y a une approche qui est individualisée par rapport à tout ça. Donc, sur les 45 élèves qu'on dit devoir quitter l'école, eh bien, il ne faut pas perdre de vue que sur ce nombre-là, il y a un nombre d'élèves qui ont 18 ans et qui, pour des raisons administratives, ne sont plus finançables par le ministère de l'Éducation au secteur jeune. Il faut le savoir que si on les garde, on n'est pas financé. C'est pour dire à quel point ces élèves-là veulent rester, même après l'âge admissible, et ça, c'est administratif. Et c'est pas une question de on les aime pas, puis on veut pas les garder, puis on n'a pas de place, puis on veut les mettre à la porte pour faire de la place pour d'autres. C'est purement et simplement administratif. Sur ces 45-là, eh bien, il y en a 28 parmi ceux-là qui auront 18 ans et qui ne sont plus admissibles tout simplement. Il en reste 17 autres qui auraient l'âge pour continuer du côté de Trois-Chemins. Et sur ces 17-là, les enseignants qui travaillent avec eux, qui les connaissent bien, décrivent à leur direction d'école que ces jeunes-là ont atteint un niveau d'autonomie qui leur permettent de croire qu'ils auront ce qu'il faut pour se débrouiller dans la vie, ou se débrouiller en FGA, ou dans d'autres passerelles qui sont possibles vers la formation professionnelle. Donc, l'équipe école qui elle-même, le même jour où j'ai rencontré le conseil d'établissement, que j'avais rencontré préalablement, l'équipe école était préoccupée au plus haut point, effectivement, de certains de leurs élèves qui, pour toutes sortes de difficultés personnelles, troubles d'apprentissage, troubles d'adaptation, peuvent effectivement avoir plus de difficultés qu'un adolescent du même âge, de difficultés à s'adapter, à faire son chemin dans la vie. Mais je ne vous cacherai pas qu'on parle de compression budgétaire et les représentants du conseil d'établissement l'ont bien dit, si on va vers des changements, c'est pas pour faire des économies de bout de chandelle puis économiser de l'argent, c'est parce qu'on a aussi analysé que dans notre offre de service, quand on regarde l'ensemble des non-diplômés ou des décrocheurs, on remarque qu'on a encore à s'améliorer comme organisation. Et on n'est pas la seule au Québec à parler de ce que l'on appelle aujourd'hui la transition de l'école vers la vie active. C'est l'une des transitions les plus difficiles à vivre pour un jeune. Les recherches nous le disent, bien que l'arrivée en maternelle est un moment important dans la vie pour un jeune de 5 ans, bien que le passage du primaire secondaire soit un moment de stress aussi pour des enfants ou des jeunes adolescents, le plus grand défi, c'est celui de devenir un homme puis de devenir une femme et de faire face à toutes les responsabilités qui nous attendent quand on est dans la rue, quand on doit bâtir une relation de couple, se trouver une job et apprendre à vivre sans rester à la maison chez ses parents dans le sous-sol jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc, se prendre en main dans la vie, c'est l'une des transitions importantes. Et peu importe où que l'on soit, à Trois-Chemins, dans une école secondaire, à l'éducation des adultes, en formation professionnelle, l'ensemble du réseau, j'entends les organismes d'Emploi Québec, les Carrefour Jeunesse Emploi, j'entends le réseau de la santé et le réseau de l'éducation, tout le monde, on s'est passé le mot cette année en se disant il faut qu'ensemble on travaille pour améliorer cette transition-là, pour mieux préparer nos jeunes à la vraie vie. Et dans ce sens-là, il est vrai que j'ai tenu ces propos-là, qu'on a dans nos organisations des choses à travailler pour pouvoir mieux les préparer. Et à une époque, il y a 6 ou 7 ans, un jour, on a dit faudrait qu'on regroupe ces jeunes-là ensemble dans une école et qu'on y développe un projet éducatif basé sur la relation d'attachement. Et à cette époque-là, il y avait des gens inquiets. Il y avait aussi des détracteurs de ce projet-là, craignant qu'on en fasse un ghetto,
qu'on se le dise partout en région, c'est une réussite, ce programme-là. Parce que les jeunes qui s'y retrouvent s'y sentent normaux à travers le groupe et on les traite comme des jeunes à part entière, des jeunes capables de réussir. Donc, avec le même élan du cœur, je réitère sur ce que ces dames vous ont dit. Sauf que si on a eu le courage, il y a 6 ou 7 ans, d'implanter un changement, ce que je dis, ce que nous disons, la direction concernée de l'éducation des adultes, de Trois-Chemins et nos partenaires, c'est qu'il y a un pas à faire à nouveau dans cette transition de l'école vers la vie active. Et bien que tout ne soit pas rodé, préparé, expérimenté, validé, on croit que ces jeunes-là ont le niveau d'autonomie pour nous aider à le bâtir. Donc, nous le croyons. Je sais qu'il peut y avoir des divergences d'opinion là-dessus, mais nous croyons qu'il y a un bout à faire. Donc, on fait l'impossible pour garder tous les élèves qu'on a jugés vulnérables, y compris de décentraliser un service FGA pour l'amener dans cette école-là. Mais il faut se l'avouer, un nombre d'élèves qui doivent sortir pour faire de la place au niveau qui doivent rentrer. Et c'est uniquement ça que je pouvais vous dire, M. Daou. L'autre élément sur lequel j'aimerais mettre un bémol sans remettre en question la crédibilité du discours, c'est quand j'ai parlé de 80% de décrochage, je faisais surtout référence à 20% de persévérance scolaire du côté d'un des programmes, la formation préparatoire au travail, le FPT, et cette statistique-là était une statistique provinciale et non pas locale. N'a pas généralisé cette statistique de 80% de décrochage à la FGA, c'est pas le cas. Pas du tout le cas. Il y a un taux de décrochage qui nous inquiète, qui est beaucoup plus important que ce que l'on souhaite, qui nous oblige effectivement à se dire il faut prendre le taureau par les cornes, mais c'est pas le chiffre de 80%, puis je voudrais pas entrer dans une guerre de statistiques ce soir. Mais on aura avantage à revoir nos statistiques là-dessus pour avoir un discours cohérent sur la place publique. Bien, merci. Je mentionnais avant qu'on se laisse, je mentionnais la qualité de vos représentations. Est-ce que vous vouliez laisser des documents peut-être à M. Bellavance avant de quitter, si vous n'êtes pas prête à faire ça ce soir, parce qu'il y avait un certain nombre de revendications que vous faites, peut-être les acheminer à M. Bellavance par courriel, puis il se fera un devoir de les partager. C'est M. Simpson. Que des élèves qui doivent quitter, est-ce qu'ils savent, comme c'est là, qu'ils doivent quitter? Non, mais tu peux pas. Ils ne savent pas du tout qu'il y a des changements qui s'en viennent même. Ils ne savent rien. Il y a la loi de l'Omerta règne dans l'école en ce moment. Oui. Ce genre de questions-là, M. Simpson, nous aurons l'opportunité de le faire en groupe. Oui, mais je serais intéressé à suivre ce qui va arriver l'année prochaine. Oui. S'il va aux adultes, s'il y en a qui lâchent. J'ai hâte d'avoir le résultat. Merci, M. Simpson. Bonsoir, merci encore une fois. Merci à vous. C'est très, très bien. C'est vrai que vous avez une belle école. Dis-moi, j'aurais juste des commentaires sur la loi de l'Omerta qui règne dans le milieu. Ça a une connotation très péjorative. J'aimerais mieux que vous considériez qu'on agit avec une certaine prudence avant de lancer ou d'annoncer des choses qui ne sont pas encore nécessairement établies. Et si je peux juste dire que les professeurs m'ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. Si vous permettez, madame, oui. Le 26 mai, vous êtes au courant, le 26 mai, vous êtes convié à une rencontre et M. Bellavance va communiquer les renseignements, si ce n'est déjà fait. Monsieur. Ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, on n'est pas en diffusion publique de l'ensemble des changements qui sont visés. C'est quelque chose qu'on tient à faire de façon cohérente, en nous assurant que le même message puisse circuler. Et le Conseil des commissaires, la semaine dernière, a pris la décision d'aller en séance d'information auprès du comité de parents, du comité EHDA et des parents des conseils d'établissement de toutes les écoles et de tous les établissements de notre commission scolaire. La soirée d'information est prévue le 26 mai. Donc, une invitation suivra. Et c'est pour cette raison-là qu'on souhaitait d'abord diffuser cette information-là, rédiger un texte
qui servira de document référence pour tous, mais qui fera que le jeu du téléphone et du bouche à oreille nous amènera à garder une qualité d'information jusqu'au bout. Merci. Et aux membres du personnel. On est vraiment dans le dernier droit. Là, dans une quinzaine de jours, les étudiants, les élèves vont commencer les examens de fin d'année. Alors, c'est le temps de ne pas lâcher, de se retrousser les manches. Et puis, on aura une belle récompense bientôt. Là. Alors, je leur souhaite un très bon succès dans leurs études. Parce que c'est pas de la chance, hein, l'école. C'est du succès qu'on obtient. Point 8. Est-ce qu'il y a d'autres, excusez-moi, est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres commentaires qui voudraient prendre la parole? M. Ménard. Bien rapidement, je sais qu'on a beaucoup de choses au programme. Je voulais tout simplement, M. le Président, souligner que le 23 mai, à Papineauville, à l'école Saint-Pédis, c'est la 4e édition du marathon qui prend de plus en plus d'ampleur. On me disait qu'on aurait cette année aux alentours de 850 jeunes qui vont être au rendez-vous. Des jeunes de l'école de Mario Goretti jusque dans le Nord. Toute la petite nation va être représentée. On a passé une résolution récemment pour mettre l'accent avec raison sur les saines habitudes de vie. C'est plus qu'un marathon, c'est aussi beaucoup d'éléments qui gravitent autour de ça, qui font que nos jeunes sont sensibilisés avec les équipes écoles à l'importance de la saine alimentation et de l'éducation physique. Et comme je le disais, c'est la 4e édition, puis l'équipe école travaille fort pour se mobiliser, puis mobiliser l'ensemble des autres écoles de toute la région. L'autre petit point rapidement, je voulais féliciter 2 enseignantes de l'école Adrien-Guillaume de Chénéville. Le 24 avril, j'étais à Papineauville, au CLD, où s'est tenue l'Assemblée générale de la table culture. Et il y a 2 enseignantes, 2 jeunes mamans, qui sont membres du CE de l'école Adrien-Guillaume. Vous savez, on n'avait plus de représentants qui siégeaient là pour faire le lien entre notre commission scolaire, entre le volet culture, commission scolaire, et la table culture du CLD. Et ces 2 jeunes mamans-là ont accepté, malgré leur engagement, leur contribution à l'école, tout ça, ils ont accepté de faire partie du conseil d'administration de la table culture du CLD pour justement être le trait d'union entre notre commission scolaire, nos écoles et le CLD qui travaille beaucoup à promouvoir la culture. Je voulais les féliciter. Je leur ai dit que j'étais pour même nommer leur nom, parce que j'ai trouvé ça beau, puis j'ai été touché par leur implication, parce que c'est pas toujours évident de s'impliquer en dehors de l'école dans des tâches comme ça. Il y a Cindy Célérier, puis Michel Lemire, deux jeunes mamans. Je veux les féliciter pour leur implication, et je suis sûr qu'au niveau de la culture, ils vont être des bons ambassadeurs pour livrer un bon message positif à l'ensemble de nos écoles. Merci, M. Ménard. D'autres interventions? D'autres comme ça, M. Beaulieu. Juste prendre 30 secondes pour féliciter toute l'équipe qui a soutenu les élèves de LJP lors de la présentation du spectacle de fin d'année, spectacle de danse, musique, un peu de théâtre, des sketchs. Ça a été un magnifique spectacle. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été déployée là-dedans. Je pense que le professeur de danse à l'école là-bas est central au projet, Roxane, si je me trompe pas. Alors, félicitations à Mme Roxane et à son équipe pour ce très beau spectacle. Des jeunes qui étaient beaux et qui se sentaient beaux, et c'est important pour eux à cet âge-là. Alors, bravo pour l'activité. Merci, M. Beaulieu. D'autres interventions? D'autres commentaires? M. Mongeon. Mme France, au tout début, a souligné qu'il y avait c'était le dernier droit. On a tous des projets dans nos écoles qui viennent à aboutissement dans les prochains jours, ou qui sont venus à aboutissement depuis à peine quelques semaines. Ces sentiments-là d'appartenance, d'accomplissement, que les élèves, que les professeurs qui s'impliquent, que les parents et tout ça, c'est un gros boost de motivation et d'énergie. Je sais que le soleil vient nous aider, mais gardez le focus. On est ici dans une école, c'est important d'avoir des activités, l'esprit de groupe et tout ça, mais on travaille tous dans un but commun, et c'est ensemble qu'on se dirige vers la réussite scolaire. On a souvent tendance à souligner les activités, tout ça, mais on n'oublie pas qu'on est ici à l'école, et on est là pour obtenir des bons travaux, des bonnes notes, et etc., de continuer.
Donc, le taux de réussite est important. Puis, si on réussit à l'école, c'est encore plus motivant de participer aux occasions, aux spectacles et tout ça qui entourent nos écoles. Merci. Merci, M. Mongeron. M. Fréchette. Simplement mentionner le 12 avril dernier, le gala Mérite Jeunesse du Club Optimiste de Buckingham. J'ai assisté à cette soirée-là, qui était une belle soirée au niveau de la reconnaissance. Il y a eu 94 plaques de remis aux élèves de l'ensemble du territoire de la commission scolaire. J'ai des collègues commissaires qui ont assisté également à ça. Puis je tiens à féliciter le groupe de M. Pierre Latour et tous les organisateurs de ce bel événement qui fait la reconnaissance, dans le fond, des améliorations de ces jeunes-là à travers nos écoles. C'est une belle activité, simplement. Merci, M. Fréchette. D'autres interventions? Ça va? Parfait. Donc, point 8. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2014. M. Ménard propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 9. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2014. M. Simpson propose. Questions, commentaires? Donc, adopté. Point 10, rapport des groupes de travail. Donc, nous débuterons les rapports de groupes de travail avec M. Fréchette, comité éthique, pour débuter. Monsieur le Président, vous mentionnez que nous avons tenu le collectif à la cafétéria de Homdas-Gamelin. Et puis, je tiens à remercier M. Sébastien Bugeaud, Sébastien Tremblay, l'ensemble des acteurs, les 25 kiosques aussi qui ont été présentés par des projets innovateurs. Beaucoup de personnes de l'externe. C'est encore une 4e année qui était fort relevée, fort intéressante. Puis je suis agréablement surpris année après année de l'engouement que cela peut produire. Puis je nous donne rendez-vous pour l'année prochaine également. Puis félicitations à l'ensemble des jeunes. Puis on voit que l'intégration d'éthique est une priorité à notre commission scolaire. Merci beaucoup. Merci, M. Fréchette. Comité Estacade, M. Fréchette. Simplement, à titre d'information, je vous avais mentionné dans le cadre du projet de renouvellement de la salle des jardins, une intention qui avait été signifiée par la Ville de Gatineau. Le 29 avril dernier, à comité plénier, le projet a été adopté, donc on va de l'avant avec ce projet-là. C'est un bel investissement de l'ordre d'à peu près un demi-million qui va être mis dans cette salle-là, en renouvellement, en revampage des bancs, etc. C'est un beau produit. La salle des jardins, c'est une salle de qualité. Et je tiens à féliciter, dans le fond, l'implication de la Ville de Gatineau, tous les acteurs qui participent à ce projet-là. D'ailleurs, le projet a été déposé au bureau régional du Mamro. Puis, il reste au gouvernement du Québec d'assurer, dans le fond, le suivi en approbation à ce projet-là qui a été déposé par le programme PIEC. Pour boucler le tout. Exactement. Merci, M. Fréchette. M. Auger, comité de transport. Oui, nous avons eu un comité consultatif de transport le 29 avril dernier. On a discuté de plusieurs points, dont on est revenu sur la campagne de sécurité 2014. On a fait un bilan. Concernant les activités, cette année, ça a bien été. Les concours qu'on a proposés, on n'a pas eu de participation des élèves au niveau primaire. Et les capsules qui étaient proposées au niveau secondaire, il n'y a pas eu aucune demande pour ces fichiers-là. Ça va être à réorganiser l'an prochain pour qu'il y ait une participation plus active des différentes écoles. Concernant les brigadiers scolaires, à tous les ans, on a une demande de la Ville de Gatineau pour vérifier les points où on demande d'analyser l'utilité des brigadiers scolaires. On a fait nos devoirs. La Ville de Gatineau a reçu notre demande. Ils nous demandaient de l'envoyer pour le 15 avril, ce qui a été fait. Suite à ce qui s'est passé dans une autre commission scolaire concernant les vérifications, les antécédents pour les chauffeurs, on en a discuté. Évidemment que c'est pas acceptable, mais notre façon de faire, on ne sera jamais à l'abri d'un incident comme celui-là. Par contre, on garde nos mesures et il y a aussi une mesure qu'il y a, c'est que
la divulgation doit être faite de façon volontaire. Si on fait trop de demandes, ça pourrait être considéré comme de l'harcèlement. On est au Québec, on a des lois, puis on est, entre guillemets, poigné avec. Concernant le transport pour l'an prochain au niveau du service de garde, ça fait 1 an, on essayait de trouver un moyen pour essayer de savoir les élèves qu'on a qui vont dans nos services de garde, est-ce qu'ils utilisent le transport scolaire. Donc, il va y avoir un sondage fait au niveau des garderies pour vérifier cette année comment que ça a été, pour s'ajuster en fonction éventuellement de peut-être une nouvelle façon de procéder pour rentabiliser le plus possible les autobus scolaires. C'est ce qui clôt la rencontre qu'on a eue au mois d'avril. Parfait, M. Auger. Si vous permettez, je vous poserai une petite question sur votre rapport par rapport aux antécédents judiciaires. Est-ce que la commission scolaire, est-ce qu'on a le droit de retourner voir est-ce que vous pourriez faire le point sur la vérification et la responsabilité de la commission scolaire avec nos fournisseurs pour vérifier les antécédents judiciaires? Je pense que c'est un point très important. Vous me permettez de répondre ou vous voulez? Juste pour le public comprenne, juste pour ajouter. Okay. Je vais répondre puisque c'est moi qui ai signé la démarche. Donc, faisant suite aux événements qui ont été médiatisés sur le territoire d'une autre commission scolaire, j'ai fait le point avec mon service du transport, mais aussi le service des ressources matérielles qui peut engager différents fournisseurs externes qui, lui, engagent des employés qui sont en contact avec notre clientèle. Donc, j'ai rédigé une lettre à l'attention de chacun des fournisseurs externes demandant à ces patrons-là de se rapporter au devis qui précisait qu'il avait la responsabilité de faire cette évaluation des antécédents judiciaires. Donc, je lui demande, dans un formulaire joint à cette lettre, de me faire la liste actuelle de tous les employés de son entreprise en fonction, la date où la validation des antécédents judiciaires a été faite, et s'il y a des nouveaux, à quelle date la demande a été faite, et de me produire ce formulaire-là dans les plus brefs délais. Et je donnais un délai de maximum là, de 3 ou 4 semaines. Donc, mon service des transports et des ressources matérielles est à générer cette liste des fournisseurs pour que nous puissions envoyer cette lettre-là. Donc, l'ensemble de la procédure a commencé à se mettre en place la semaine dernière, mais c'est l'orientation qu'on prend. Il faut savoir que pour certains fournisseurs, comme certains transporteurs, il avait été délégué dès le point de départ à la commission scolaire le soin de faire cette vérification des antécédents. Les petits transporteurs, n'est-ce pas? Est-ce que c'est les petits transporteurs? Et dans ce sens-là, nous avons la liste des vérifications en question, mais on va faire la mise à jour de la liste des employés avec ces fournisseurs afin de s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux employés depuis le temps où nous avions fait cette validation-là. Donc, en termes de directeur général, c'était un devoir et un pouvoir que j'ai de réclamer ça de nos fournisseurs, et c'est ce que j'ai fait. Excellent. Merci de la rigueur, M. Couteau. C'est apprécié. D'autres points, M. Simpson? 2 questions. Oui, allez-y. On parle de harcèlement sur la vérification des antécédents, c'est ça? Ça peut devenir un harcèlement? Je crois pas, parce que si la personne signe un document qui autorise la vérification de ses antécédents, l'accès à l'information protège le demandeur. C'est clair, parce que je connais ça depuis longtemps. Deuxièmement, je me demande s'il y a eu une demande à la ville de Gatineau pour l'arrêt au coin de Paul puis McLaren S. On avait discuté déjà au comité de... Oui. Donc, la présentation qu'on fait à la ville de Gatineau pour les brigadiers scolaires adultes, il y a eu effectivement votre demande que vous nous aviez faite a été envoyée à la ville de Gatineau pour étude. Oui. Ça va, M. Simpson? Parfait. M. Auger, est-ce que ça faisait... Concernant le harcèlement, c'est que
on demande aux chauffeurs de nous le donner. On l'a à peu près à tous les ans. Maintenant, si il arrive, on l'a, disons, le 1er mai, puis le type se fait arrêter le 4, 5, 10 mai, puis il nous en informe pas, OK, on a la possibilité de, à tous les mois, de demander « donne-moi tes antécédents, donne-moi tes antécédents, tes antécédents ». C'est là qu'il pourrait arriver l'harcèlement. On ne peut pas l'exiger à tous les mois ou quelque chose comme ça. Ouais, mais, juste, messieurs, excusez-moi, je veux juste corriger certaines informations là, qui, dans ce formulaire-là que la personne signe, dans les informations qu'elle remet, il y a un passage qui est très, très important aussi. La personne, a la responsabilité aussi d'aviser son employeur, qu'il soit le transporteur ou qu'il soit de tout changement de statut. Excusez, M. Auger, là, c'est juste parce que c'est un dossier qui est assez important. L'employeur installe sur la demande d'emploi que la personne avise l'employeur. Ça se peut que c'est déjà là. En droit de parole, j'ai M. Tremblay, Sylvain Tremblay. Oui, j'aimerais avoir une clarification, M. Goudreau, concernant les compagnies d'autobus qui font eux-mêmes la vérification des antécédents. Juste, pour être bien clair, là, est-ce que nous, on reçoit la preuve ou on se fie sur la parole du propriétaire de la compagnie qui dit tout a été fait, ou on reçoit un document qui nous démontre que ça a été fait? Ben, d'abord, savez-vous cette information-là? Oui. Excusez-moi, je vais juste arrêter. Je vois il y a plusieurs questions par rapport à ce dossier-là. Peut-être qu'est-ce que je suggérerais au conseil ici, puis vous me direz. Je pense que ça devrait être un dossier qui revienne en comité de travail pour qu'on ait les personnes qui ont vraiment toute l'information pour qu'on puisse en apprendre, parce qu'on n'a pas eu la chance en tant que conseil de vraiment s'asseoir. Le comité a des recommandations, on fait un grand bout de chemin là-dedans, mais on n'a pas eu la chance, M. Auger, parce que je veux vous donner la chance de pouvoir qu'on ait de poser toutes les questions à tout le monde dans ce dossier-là. Donc, je suggérais, moi, au conseil de prévoir un temps. On a un comité de travail spécial, là, le 28. C'est peut-être un sujet qu'on devrait reprendre en comité de travail pour avoir la chance d'en discuter. Est-ce que les gens autour de la table sont d'accord avec ça, ou vous préférez avoir les informations tout de suite? Vu que j'ai déjà posé ma question. Allez-y. Oui, je veux pas vous brimer votre droit de parole, M. Trump. Je peux avoir la réponse, si vous l'avez. Écoutez, là, je ne suis pas certain, on a 7 ou 8 transporteurs. Il faut savoir qu'il y en a un seul qui s'est prévalu de l'option de faire lui-même ces vérifications. Tous les autres, c'est la commission scolaire qui procède. Dans le cas du fournisseur en question, c'est le fournisseur qui a la responsabilité de faire la demande et qui a la responsabilité d'avoir en main l'ensemble des formulaires de ses employés, et nos employés du service du transport peuvent se présenter sur place et leur demander copie pour prendre acte de chacun des chauffeurs. Voici, la demande a été faite à telle date, voici ce qui est sorti ou pas sorti. Donc, on a accès à ça. Simplement, le service du transport doit se présenter chez le transporteur en question. Écoutez, à ma connaissance, on le fait. À quel délai, je ne pourrais pas vous le dire, là. Okay. Je ne trouve non plus ce détail. Donc, je pense qu'on aura la chance à justement revenir à ces informations-là. Je pense que c'est un gros dossier épineux dans la communauté présentement. Donc, M. Auger, est-ce que ça faisait le tour? Ça fait le tour. Donc, M. Beaulieu, comité de ressources financières et matérielles. Alors, il y a eu une réunion lundi soir. On a parlé de la politique relative à la répartition des ressources financières, la politique relative à l'allocation des locaux, les protocoles d'entente. On a parlé des points qui reviendront au point 16 à 20 ce soir à l'ordre du jour. Et on a parlé du terrain synthétique. On espère avoir des développements dans ce dossier-là dans les prochaines semaines. Je vous en dis pas plus, mais il y a des gens qui travaillent fort sur ce dossier-là et on espère que ça va avancer rapidement. On a également eu l'occasion de regarder le tableau de bord pour les données financières à la fin du mois de mars. Et à date, les choses semblent être sous contrôle. Et dernière nouvelle pour mes collègues, les règles budgétaires, c'est-à-dire ce
qui nous permet d'établir notre budget, étant donné que le gouvernement provincial vient d'être élu, qu'il va y avoir dépôt d'un budget tard ce printemps et que les règles sortent encore plus tard que le budget. On s'attend à ce que le prochain budget ne puisse être adopté qu'à la fin juin, voire début juillet. Donc, il devrait y avoir une réunion du Conseil au mois de juillet cette année. Ça fait le tour de mon comité. Ça fait le tour, M. Beaulieu. Mme Turcotte, comité de la Fondation de la réussite éducative. Oui, bien, comme toujours, des bonnes nouvelles. Hein? Alors, notre souper gastronomique, qui est une de nos levées de fonds cette année. Alors, tous nos billets ont été vendus. Donc, ça aura lieu le 9 mai. Et puis, bien, on va vous réinviter à venir l'année prochaine pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se prévaloir d'un billet. Alors, il faut s'y prendre tôt, par contre. Hein? Donc, mais tout est vendu. Merci, Mme Turcotte. Point 11, plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour l'année scolaire 2014-2015 à 2016-2017. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 211 de la loi sur l'instruction publique qui prévoit que la commission scolaire doit établir un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles, attendu l'accord de principe du Conseil des commissaires quant au projet de plan triennal déposé lors du comité de travail du 29 janvier 2014, attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 211 de la loi sur l'instruction publique, toutes les municipalités du territoire de la CSCV ont été consultées quant au dit projet de plan triennal, attendu qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 193 de la loi sur l'instruction publique, la CSTV a consulté le comité de parents quant au plan triennal, attendu les consultations effectuées auprès des conseils d'établissement des écoles et des centres, attendu la consultation effectuée auprès des membres du comité consultatif de gestion lors de la rencontre du 29 janvier 2014, attendu l'analyse des retours de consultation effectués par les membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 30 avril 2014, attendu la recommandation du secrétaire général et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 soit adopté tel que déposé. M. Daou propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 12, acte d'établissement 2014-2015. M. Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Attendu les termes des articles 39 et 100 de la loi sur l'instruction publique qui prévoit que chaque école et chaque centre sont établis par la commission scolaire, attendu l'accord de principe du Conseil des commissaires quant au projet d'acte d'établissement 2014-2015 déposé lors du comité de travail du 29 janvier 2014, attendu les consultations effectuées auprès des conseils d'établissement des écoles et des centres, du comité de parrain et du comité consultatif de gestion, en application des articles 79, 96, 25, 110.1 et 193, deuxième alinéa de la loi sur l'instruction publique, attendu l'analyse des retours de consultation effectués par les membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 30 avril 2014, attendu les termes de la résolution 110-2013-2014 ayant pour titre « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015 à 2016-2017, adoption », attendu la recommandation du secrétaire général et l'approbation du directeur général, il est proposé que les actes d'établissement 2014-2015 soient adoptés tels que déposés. Proposeur, M. Tremblay propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 13, contrat du directeur général pour renouvellement. M. Bellavance, à la lecture. Attendu les termes de la résolution 75-2009-2010 ayant pour titre « Directeur général, nomination », attendu que la dite résolution mandatait le président du Conseil des commissaires à signer avec le directeur général une entente d'une durée de 4 ans, attendu que la dite entente vient à échéance le 25 mai 2014, attendu la recommandation formulée par les membres du comité de gouvernance et d'éthique quant au renouvellement du contrat du directeur général, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 30 avril et du 7 mai 2014,
il est proposé que le contrat du directeur général, M. Rénal Goudreau, soit renouvelé pour une durée déterminée d'un peu plus de 4 ans, soit jusqu'au 30 juin 2018, et qu'à cet effet, dans les 30 jours de la présente séance du Conseil des commissaires, le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées soit mandaté afin de signer avec M. Rénal Goudreau un contrat de travail en vigueur jusqu'au 30 juin 2018 pour et au nom de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Je propose. M. Fréchette propose. Question? Unanimement, peut-être, cette proposition? On arrive. Je ne peux pas manquer mon... Premièrement, qui accepte. Allez-y, M. Goudreau, je vais vous laisser, je vous cède la parole. C'est clair que ça fait partie des discussions et qu'effectivement, ça me ferait plaisir de continuer à travailler pour la commission scolaire. Donc, adopté à l'unanimité. Félicitations, M. Goudreau. Merci à vous. Point 14. Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2014-2015. À la lecture, Monsieur Goudreau, est-ce que vous vouliez intervenir avant? En introduction? L'organisation administrative n'est tout simplement que le pourcentage de tâches allouées dans chacun de nos établissements. Et à cet égard, c'est une opération qui précède l'affectation proprement dite des individus sur ces chaises-là. Et comme à chaque année, à ce moment-ci de l'année, eh bien, c'est une décision du Conseil des commissaires qui, tout en gardant le cap sur ses cibles budgétaires, eh bien, se préoccupe de la qualité des services aux élèves en s'assurant que ces gestionnaires, des leaders dans notre organisation, eh bien, seront en place pour assurer la continuité et le suivi de l'ensemble de nos projets. Parfait, merci. M. Goudreau, à la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes du document ayant pour titre « Organisation administrative du personnel cadre 2014-2015 », attendu la consultation effectuée auprès des 2 associations de cadres, ACSQ et ADEOC, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors des comités de travail du 30 avril et du 7 mai 2014, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que le document intitulé « Organisation administrative du personnel cadre 2014-2015 » soit adopté tel que déposé. Proposeur? Quelqu'un propose? M. Stephen Newman propose. Questions, commentaires? M. Beaulieu? Que suite à l'adoption de ça, vous allez attitrer les postes à différentes personnes et que vous allez revenir en comité de travail pour nous permettre de prendre connaissance de ça? Tout à l'heure, en comité de travail, on avait évoqué une plage pour pouvoir en parler. Et de toute façon, il reste un sujet à notre comité de travail qu'on n'avait pas terminé tout à l'heure au début de la séance publique et sur lequel M. le Président comptait revenir après la séance publique. C'est à ce moment-là que je devais vous présenter quelques orientations. Puisque notre prochaine rencontre n'est que le 28 mai. Et que vous comptez avoir fait des applications à cette date? J'aimerais mieux vous en parler en dehors de cette séance publique, si vous permettez. C'est bien. Ça va? Donc, un proposeur, j'ai M. Newman. Quelqu'un, autre question, autre commentaire? Donc, quelqu'un demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité. Point 15, scrutin scolaire du 2 novembre 2014, rémunération du personnel électoral. La lecture, M. Bellavance. Attendu qu'il y aurait une élection générale à la commission scolaire au Cœur des Vallées le dimanche 2 novembre 2014, attendu les termes de l'article 30 de la loi sur les élections scolaires qui prévoit que la commission scolaire fixe le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral, attendu que ce tarif ne peut excéder celui fixé en vertu de la loi électorale, attendu les termes du règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral, décret 771-2006, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 30 avril 2014,
il est proposé que le taux horaire de la rémunération du président d'élection soit fixé à 40,95 $ et celui de la secrétaire d'élection, directrice adjointe, à 29,78 $ en conformité à l'échelle salariale en vigueur au tableau de rémunération horaire du personnel électoral émis par le directeur général des élections du Québec, à savoir président d'élection 480 heures à 40,95 $, soit une rémunération de 19 656 $. Pour la secrétaire d'élection, 480 heures de travail à 29,78 $, soit une rémunération de 14 294 $. Qu'une rémunération additionnelle équivalente à 5 % du taux horaire s'ajoutera à la rémunération du président d'élection pour la période où il y aura ouverture du bureau principal, que ladite rémunération sera calculée au terme du processus électoral et que finalement le taux horaire des autres membres du personnel électoral soit en conformité avec le tableau de rémunération horaire du personnel électoral en date du 1er avril 2014. Proposeur, M. Simpson propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Avant de passer au prochain point, je voudrais juste m'excuser auprès de M. Nounam. Et j'ai dit Nounem tantôt, donc je m'en excuse pour l'erreur. Point 16. Travaux de réfection du gymnase et du vestiaire du secteur de la piscine à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. À la lecture, M. Bellavance. Attendu l'appel d'offres public pour des travaux de réfection du vestiaire des filles, secteur public, piscine, phase 1, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Attendu les offres reçues et ouvertes. Beauless, 288 200 $. Gestion DMJ, 290 450 $. Défi Construction et Fils, 299 959 $. Attendu que le financement de ces projets provient du MERS dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de la rencontre du 5 mai 2014. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour des travaux de réfection du vestiaire des filles, secteur public, piscine, phase 1, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville, soit adjugé à la firme Beauless pour la somme de 288 000 et 288 200 $, taxes exclues. Proposeur. M. Smolinski propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 18. Politique relative à la répartition des ressources financières. Le point 17. J'ai tourné ma feuille trop vite, je m'en excuse. Point 17, effectivement, merci. Travaux d'extraction de flocage d'amiante à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. M. Bellavance. Attendu l'appel d'offres public pour des travaux d'extraction de flocage d'amiante, LA, au rez-de-chaussée, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Attendu les offres reçues et ouvertes, Axis Construction, 139 880 $, SRL Construction, 147 000 $, Amor Construction, 188 888 $. Attendu que le financement de ce projet provient du MERS dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de la rencontre du 5 mai 2014. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour des travaux d'extraction de flocage d'amiante, l'aile A au rez-de-chaussée à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville, soit adjugé à la firme Axis Construction pour la somme de 139 880 $, taxes exclues. Parfait. Proposeur. M. Beaulieu propose. Questions, commentaires? M. Ménard. Ces travaux-là vont se faire dans la saison estivale, quand les élèves vont quitter, j'imagine. Oui, bien entendu. Bien entendu, ça ne se fera pas automatiquement, il n'y aura plus aucun élève dans l'école. Tout à fait. Et même les adultes et même les employés des contracteurs devront se conformer à des règles de sécurité très strictes.
Tout à fait. La CSST veille au grain et il y a une déclaration obligatoire pour ce genre de chantier-là. Merci, M. Ménard. D'autres questions, d'autres commentaires? Ça va? Donc, quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 18, politique relative à la répartition des ressources financières. La lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 275 de la loi sur l'instruction publique, qui prévoit que la commission scolaire doit établir les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus entre ses écoles et ses centres. Attendu les termes du projet de politique relative à la répartition des ressources financières. Attendu les discussions et la recommandation du comité consultatif de gestion lors de leur rencontre du 29 janvier et du 9 avril 2014. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 28 janvier et du 5 mai 2014. Attendu la consultation effectuée auprès des membres du comité de parents lors de la rencontre du 13 février 2014. Attendu les discussions des membres du conseil des commissaires lors du comité de travail du 7 mai 2014. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que la politique relative à la répartition des ressources financières soit adoptée, le tout tel que déposé, et que la dite politique remplace tout autre document adopté aux mêmes fins. M. Daou propose. Questions, commentaires? M. Dupont? Oui, dans le tableau qui nous a déposé, où on présente le retour sur les consultations, on voit au niveau de la ligne du comité de parents qu'il n'y a aucun élément. Par contre, comme c'était mentionné par le secrétaire, lors de la rencontre du 13, il y a eu des éléments qui ont été mentionnés, qui ne viennent pas changer, je crois, la suite, mais qui ont été adressés. Donc, c'est possible peut-être de les ajouter, là. Ce serait apprécié. Parfait. Donc, est-ce que le secrétaire général détient, est-ce qu'on doit le rajouter à la résolution tout de suite? Là, je ne suis pas certain de comprendre si les recommandations du comité de parents n'apparaissent pas dans le document concernant les retours de consultation ou n'apparaissent pas dans la politique? Dans le document de retour qui nous a été présenté. Non, pas dans la politique. Dans le document qui supporte la résolution, il y a 2 carreaux blancs. Puis le 13, effectivement, ça a été présenté par Mme Charette. Ça a été proposé par Mme Bouchard en comité et on a une résolution. L'information qui n'apparaît pas à ce tableau-là. Parfait. Donc, on fera le nécessaire à ce moment-là, M. Dupont. Excusez-moi, je suis curieux de savoir de quelle nature étaient ces recommandations-là. Oui, je peux en faire lecture. Oui, allez-y. Que nous, comité de parents, entérinons la politique des ressources financières telle que déposée, mais que nous recommandons qu'elle soit bonifiée en précisant les critères de répartition des ressources, comme il se fait dans les autres commissions scolaires. Parfait. Adopté à l'unanimité. OK. M. Beaulieu, est-ce que ça répond à votre question? C'est la réponse à ma question, mais je ne suis pas plus éclairé sur l'intention réelle du comité de parents. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, donc la politique qui est là, qui nous est déposée, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle puisse ressembler aux autres éléments qu'on retrouve dans les autres commissions scolaires. OK. Pouvez-vous juste nous des éclairer? Vous voulez des exemples? Oui. Je n'ai pas d'exemple avec moi à vous donner à brûle pour point. OK. Je pourrais y revenir avec ces éléments-là lors d'une prochaine rencontre. Parfait. Ça va. On est adopté ce soir. On pourrait-tu revenir avec l'adoption de cette résolution-là plus tard? Bien, M. Dupont me corrigerait, ce que je comprends, c'est que la politique qui est déposée, on se centre sur le quoi, les principes, alors que le comité de parents voudrait davantage parler du comment, de façon plus détaillée, plutôt que dans les objectifs et les principes. On dit qu'on entérine la politique, là. On est à l'aise avec ça, mais on recommande qu'elle puisse être bonifiée. Plus détaillée. Plus détaillée, effectivement. Sur les points qu'on pourra vous revenir là, lors d'une prochaine rencontre. Il faut savoir malgré tout qu'il y a une directive qui est présentement en préparation et on attend de connaître les règles budgétaires de la prochaine année pour intégrer ces modifications-là dans la directive en question.
Et la directive a pour but d'être très précise. Fait que, il est clair qu'on pourra refaire la tournée là, à ce moment-là pour informer les gens là, de cette directive-là. Mais qu'est-ce que je comprends des propos de M. Dupont, c'est que vous êtes à l'aise avec la résolution telle qu'elle est présentée. C'est dans le document de travail que vous voulez qu'on rajoute des informations et on vous reviendra en comité de travail pour les précisions. Mais je voulais juste que vous compreniez, une fois que la résolution, c'est soit qu'on la défait, mais vous êtes bien à l'aise avec ce qui est là. Parfait. M. Tremblay, il est rajouté? Pour supporter mon collègue M. Dupont, effectivement, on veut, le comité de parents, entériner cette proposition-là. Notre problème, c'est que le document sur les retours de consultation ne fait pas mention du commentaire qu'on a fait. Donc, c'est un commentaire qui ne nécessitait pas de ne pas approuver. Mais nous, on a un problème avec le fait que c'est ça qui nous a un peu porté à confusion. On a vu qu'il n'y avait aucun commentaire. Donc, on a retourné voir, bien sûr, c'est au mois de février. On ne se souvient pas de toutes les discussions en détail qu'il y a eu à ce moment-là. Nous, ce qu'on dit, c'est oui, entérinons cette proposition-là ce soir. Mais il faut absolument que le document de retour sur les consultations indique qu'il soit complet. Parfait. Exactement. OK, moi, ça me va. OK, excellent. Donc, le proposeur, c'était... M. Daou. C'est M. Daou qui a proposé. D'autres questions, d'autres commentaires? M. Beaulieu? Ah, OK. Je veux juste comprendre la nature... Oui, moi aussi, tout à fait. Je voulais juste comprendre, m'assurer qu'on répondait à vos besoins. D'autres questions, d'autres commentaires? Je croyais voir des mains. Non, ça va. Donc, quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 20. Travaux de rénovation de la salle multi et de blocs sanitaires. Point 19. Politique relative à la location ou aux prêts de locaux. À la lecture, M. Bellavance. Attendu les termes de l'article 266 de la loi sur l'instruction publique, attendu les termes du règlement relatif à la délégation des fonctions et des pouvoirs, article 4.7, attendu les discussions et la recommandation du comité consultatif de gestion lors de la rencontre du 9 avril 2014, attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de leur rencontre du 5 mai 2014, attendu les discussions du conseil des commissaires lors du comité de travail du 7 mai 2014, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le Conseil des commissaires adopte l'écrit de gestion ayant pour titre « Politique relative à la location de locaux », le tout tel que discuté, que la procédure relative à l'allocation et prêts de locaux soit abrogée et que la dite politique remplace tout autre document adopté aux mêmes fins. Parfait. Proposeur. Mme Turcotte propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 20. Travaux de rénovation de la salle multi et du bloc sanitaire à l'immeuble Providence à Saint-André-Avelin. À la lecture, M. Bellavance. Attendu l'appel d'offres publiques pour des travaux de rénovation de la salle multi et du bloc sanitaire à l'immeuble Providence à Saint-André-Avelin. Attendu les offres reçues et ouvertes. SRL Construction, 333 000 $. Gestion DMJ, 338 800 $. Beaulès, 368 500 $. Défi Construction et Fils, 373 305 $. Attendu que le financement de ce projet provient du MERS dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiment. Attendu la recommandation du comité relatif aux affaires financières et matérielles lors de la rencontre du 5 mai 2014. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour des travaux de rénovation de la salle multi et du bloc sanitaire phase 2 à l'immeuble Providence à Saint-André-Avelin soit adjugé à la firme SRL Construction pour la somme de 333 000 $, taxes exclues. M. Fréchette propose. Questions, commentaires? Oui, ce ne sera pas long, M. Ménard. Simplement pour signifier l'élément pertinent, c'est que c'est quelqu'un qui est local dans l'octroi de ce contrat-là. Puis je suis content de voir qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais dans d'autres situations, des fois, c'est des personnes de l'extérieur. Puis
lorsqu'on a l'opportunité d'avoir un local qui aiguise son crayon et fait ses travaux, bien, on voit qu'il y a possibilité d'obtenir des contrats intéressants à la commission scolaire. C'est juste un commentaire. Merci, M. Fréchette. M. Ménard? Autant Général comme Providence vont bénéficier d'une heureuse cure de rajeunissement. Effectivement. Et de rafraîchissement, on l'a vu quand on est allé, c'était vraiment dû. Je pense que tout le personnel, moi j'ai un enfant qui a des bons commentaires, et les gens trouvent qu'on a réussi un beau coup en redorant ces deux écoles-là. Oui, pour le milieu, c'est des bonnes nouvelles. C'est des grosses écoles, puis il y a du volume d'élèves aussi. Oui, excellent. C'est vrai. Merci, M. Ménard. D'autres questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité. Point 21, questions relatives à la séance. M. Dupont. Oui, je vais ramener deux éléments. Puis c'est question ou plus un commentaire, j'aimerais ramener sur un au niveau de la vérification des antécédents judiciaires. Je suis très heureux de savoir qu'on va pouvoir avoir l'occasion d'en reparler ensemble. Pour moi, c'est important. De même que, suite à la présentation des parents ce soir, je pense que ça vient démontrer l'importance du comité HDA auprès de notre commission scolaire. Il va falloir porter une attention particulière à ce comité-là. Donc, je suis bien heureux de voir qu'on réactive ces éléments-là. Ça va être important. Excellent. Merci, M. Dupont, pour vos commentaires. D'autres questions? M. Daou? J'aimerais ça faire un commentaire parce que je me sens un peu interpellé par les propos de M. Dupont. Effectivement, quand je suis arrivé commissaire en 1998, la vérification d'antécédents judiciaires ne se faisait à peu près pas, à toute catégorie d'employés confondus. Madame Gauthier était là, elle s'en souviendra, M. Auger aussi, on s'est battu pour mettre en place un système. Il a fallu que l'Ontario fasse un système pour qu'on puisse s'y calquer, et ça a pris du temps. Et je sais que l'administration fait des choses à ce niveau-là. C'est certain que la machine n'est pas idéale, puis c'est certain qu'on peut la regarder puis l'améliorer. Merci, M. Daou. D'autres questions? Ça va? Donc, point 22, levée de la séance. Un proposant, M. Simpson, propose. Donc, merci à tous et bonne soirée.